plan de construction, il faudrait que l'on fasse très attention. Parce qu'en fait, j'estime pour ma part que on ne peut pas penser un plan de reconstruction avec ce genre d'acteurs. Quand vous parlez même, qui est même le patron de ce plan de reconstruction? C'est l'ami de l'autre, le ministre des Finances, qu'on a vu dans certaines choses quand même, signé pour des amis, et ainsi de suite, beaucoup d'argent à titre privé. Alors, si on l'a ramené, non, celui qui est chargé du plan de reconstruction, s'il vous plaît, c'est pour vous dire que c'est un argent qui va se perdre comme l'argent du Covid. Il faut bien qu'on se comprenne, dessus. Parce qu'en fait, nous avons déjà une armée embourgeoisée, du moins au niveau des officiers de l'armée, qui ne veut pas seulement que la guerre s'arrête. Donc, si vous injectez cet argent là-bas, ce sont les mêmes qui enverront les enfants brûler les écoles et disent on recommence, renvoyer de l'argent. On ne fera donc que peindre la girafe. Et ce sera très mauvais pour le Cameroun et pour Paul Biya qui veut des résultats. Au commencement de la guerre de Boko Haram, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de liaisons, beaucoup de connivences communautaires au niveau des zones frontalières au Nigeria. Il a fallu qu'on mobilise des leaders communautaires pour essayer de déconstruire l'offre qui était proposée par Boko Haram. L'offre était celle de l'État islamique, l'offre était celle de l'islam radical. On a donc monté les leaders communautaires qui ont une certaine emprise sur les populations pour déconstruire l'offre de Boko Haram en la délégitimant, en montrant tout simplement que c'est un projet funeste, que cela ne pouvait pas être réalisé. C'est à ce moment-là qu'on a donc eu une certaine collaboration. Et cette collaboration a été assez importante pour dire que les guerres au sein des populations se mènent toujours avec les populations et se gagnent toujours avec les populations. Dans le cas du Nozo, est-ce que la démarche de l'État rencontre l'assentiment total des populations au niveau du Nozo? Il faut qu'on sache effectivement, est-ce que la question qui est au centre de la sécession est vraiment partagée par les différentes communautés? Je parle du problème anglophone. Est-ce que les anglophones, le Premier ministre Dion Ngouti, ne nourrit pas lui-même le sentiment d'une certaine marginalisation des anglophones? Est-ce que les anglophones qui sont nos voisins ne nourrissent pas ce sentiment? Si on répond par l'affirmative, il faut qu'on sache ce qu'il faut faire pour déconstruire cette représentation qui a des éléments empiriques très soutenables. Lorsqu'on parle de la marginalisation, on peut démontrer la marginalisation. Alors si cela est partagé, on va tout simplement dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine hypocrisie. Même si cette hypocrisie est légitime, il faut qu'on admette qu'il y a une certaine hypocrisie. Il faut donc forcément donc vider l'origine de l'hypocrisie qui est le problème anglophone. Le problème anglophone, c'est lequel? C'est le sentiment de marginalisation partagé des anglophones depuis leur réunification, leur rattachement au Cameroun francophone. Ils hébergent cela depuis longtemps. Maintenant, comment est-ce qu'on peut réduire ce sentiment de marginalisation? Ce n'est pas avec le discours sur les plateaux, ce n'est pas avec peut-être des politiques mesurettes. Il faut aller dans le fond du problème. Oui. Même au sein du gouvernement, il y a une certaine hypocrisie. Oui. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à le dire parce que des enjeux de captation des ressources de l'État en termes de rétribution politique, administrative ou financière sont un peu élevés. Mais au fond, il y a un problème. Il faut donc chercher à le résoudre. Or, ce que l'État veut faire, c'est d'éviter, c'est d'imposer la solution au problème anglophone. Donc, ce sentiment de marginaliser que partagent les anglophones depuis leur attachement au Cameroun francophone. L'État veut imposer. Or, la démarche aurait été simple, celle de permettre aux anglophones, dans leurs différentes tendances, ionistes, décentralistes, fédéralistes, confédéralistes et sécessionnistes, de nous dire effectivement quelle est la position hégémonique de la communauté anglophone. Parce que lorsqu'on parle du dialogue, certains pensent que le dialogue, c'est uniquement avec ceux qui portent les armes. Est-ce qu'ils ont une assise populaire assez prouvée? Est-ce que c'est la tendance la mieux représentée dans la grande communauté anglophone? Or, du moment où on ne permet pas à la communauté anglophone de s'asseoir et de nous dire effectivement quelle est la tendance la plus dominante, les sécessionnistes qui ont les armes, qui ont la possibilité de faire le maximum de bruit, continuent de s'imposer dans l'imaginaire populaire comme la tendance la plus dominante. Il faut donc que l'État, pour moi, revienne sur ce fondamental, permettre
aux anglophones. Et je suis convaincu que si les anglophones s'asseyent un jour dans leurs différentes représentations, je suis convaincu que l'idée de la sécession, la tendance sécessionniste sera invincée rapidement comme tendance dominante dans l'imaginaire des anglophones. Alors, Valère Bessala, comment comprendre l'indignation sélective dans ce qui se passe dans cette partie du pays quand un élément de force de maintien de l'ordre peut-être suite à un dérapage ou suite à quelque chose qui a abouti à la mort d'un enfant dans une communauté donnée, et que ce soit à Bamenda comme que ce soit dans le sud-ouest, les populations réagissent à travers des marches. Mais quand il s'agit, par exemple, d'un cas comme à Kumba, où on a assassiné des enfants, et on voit également ce qui s'est passé à Ekondo Titi, il n'y a pas de réaction. Comment comprendre cela? Non, je crois qu'il faut inscrire ce genre de comportement et d'attitude dans le registre de la peur. Je pense que je peux abréger rapidement la réponse sur votre question ici. Quand vous dites la peur, les populations ont plus peur des terroristes du gouvernement, de l'armée, c'est ça? Davantage du fait de leur violence dans la perpétration de ces crimes-là. Donc il y a cette peur-là. Et il y a aussi, quand on dit la peur, ce n'est pas forcément aussi dans cette violence, c'est un élément, mais c'est aussi dans le renseignement même, ou l'information qui circule en back-office au sein même de la population. On ne sait pas qui est qui. Et donc, si vous prenez les devants dans une affaire comme celle-là, vous risquez de perdre les vôtres en voulant jouer des martyrs. C'est différent du conflit avec Boko Haram. Vous avez d'ailleurs fait bien de le mentionner, qui était en fait un conflit transfrontière, c'est-à-dire entre le Cameroun et un pays voisin. Là, on est dans une affaire camerouno-camerounaise, comme vous l'avez mentionné. Je voudrais aussi peut-être rappeler tout à l'heure qu'en fait, il n'y a pas de communauté anglophone au Cameroun. Il n'y a aucune communauté qui s'appelle communauté anglophone au Cameroun. Ça n'existe pas. Il y a une communauté Bansor, il y a une communauté Bakweri, il y a une communauté Barombi, et ainsi de suite. Mais il y a une frange de la population camerounaise qui est d'expression anglaise. Il faut qu'on se comprenne dessus. Donc, si on veut régler un conflit en partant de communautés anglophones, on a tout biaisé dès le départ. C'est pour cela que je suis fort à propos sur ce qui venait d'être dit par mon prédécesseur, pour dire que le président a justement rejeté la All Anglophone Conference sur cette base. Parce qu'en fait, quand vous dites All Anglophone Conference, c'est que il voulait profiter de cette conférence dite anglophone pour bâtir en fait une communauté anglophone qu'ils avaient du mal à imposer au reste de la République. C'est pour cela que le président a mis une croix dessus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir profiter d'un conflit pour venir bâtir quelque chose qui n'existait pas et créer davantage de problèmes. C'est pour ça qu'il a rejeté. Mais je l'évacue. Je crois que nous sommes sur Ekondo Titi. Je ne voudrais pas que l'on parle de ce qu'on ne connaît pas. Ekondo Titi, c'est un arrondissement de 696 km². Ekondo Titi, dans le département d'Undian. La population en 2005 était évaluée à 56 000 habitants. Aujourd'hui, on l'évalue à presque 82 000 habitants, avec une densité de population pratiquement à 82 habitants au kilomètre carré. C'est un arrondissement qui en fait est entouré des autres arrondissements du département d'Undian. Parce qu'il faut faire très attention. Suivez bien mon regard quand j'évolue, vous comprendrez pourquoi je vais dans ce sens. C'est-à-dire que vous avez Bamousso, vous avez Isangele, Bamousso. Bamousso, c'est à l'extrême sud d'Ekondo Titi et plus proche encore de la mer de ce côté-là. Vous avez Isangele au niveau de l'ouest d'Ekondo Titi. Vous avez plus loin le département, l'arrondissement chef-lieu même d'Undian. Et puis vous avez Kogné et puis plus bas Kumbo, je sais plutôt, Kumbo et Tindi, voilà. Vous avez 9 arrondissements dans ce département. Et pour vous dire qu'en fait, c'est un arrondissement qui est entouré des autres. Comment fait le sécessionniste pour arriver à Ekondo Titi? Vous faites très attention. Ils viennent généralement par Bongé. Et ceux qui arrivent par Bongé viennent généralement par Kumba. Ceux qui arrivent à Kumba sortent généralement par Manfé. Manfé qui est limitrophe au Nigeria. Il faut savoir que la région du sud-ouest est limitrophe à 3 États nigérians. Le Cross River State, le Taraba State et le Benue State. Donc voilà les 3 grands États qui sont limitrophes à la région du sud-ouest. Et Ekondo Titi n'est en aucun cas limitrophe de ces 3 États.
Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Je vais donc démontrer que quand on parle de cette affaire qui s'est passée à Kondo Titi, on a comme l'impression que les gens sont sortis du Nigeria et sont arrivés à Kondo Titi directement. Non, ils sont sortis des autres arrondissements. Et ceux qui parlaient de la reconstruction tout à l'heure, parce qu'ils disaient qu'il y a des zones qui sont déjà quand même pacifiées et qui peuvent donner lieu à une reconstruction. Non, mais non. Dites-vous bien que s'il y a encore des agences insécures, par exemple en Bongé, qui est limitrophe à Kondo Titi, rassurez-vous qu'aller reconstruire Ekondo Titi, vous n'aurez aucun résultat parce que ces mêmes garçons repartiront de là et viendront brûler les écoles que vous venez de reconstruire. C'est pour vous dire quoi en fait? Le processus de reconstruction aujourd'hui doit tenir quand même compte des canons. Parce que l'honorable Koupit a bien dit, ce n'est pas parce qu'on fait ailleurs, mais il y a des canons, il y a des bases sur lesquelles on peut partir en modifiant ou en tropicalisant ou en adaptant la solution au Cameroun, aux réalités camerounaises. Je vous ai parlé tout à l'heure dans mon premier propos du PCK. On cherche d'abord la paix. Chercher la paix, on a cherché la paix à travers le grand dialogue. C'est-à-dire qu'on a réuni les uns et les autres en disant proposez-nous des solutions. Bon, il a dit c'était un faux dialogue, mais c'est de ce faux dialogue dont il parle qui est sorti justement le plan de reconstruction qu'il allait valider à l'Assemblée nationale. Ça a échoué, mais bref, c'était un échec. Donc c'est de l'échec. C'est de cet échec qu'on a tiré donc le plan de reconstruction que vous êtes allé pourtant acquiescer à l'Assemblée nationale. C'est quand même antinomique. Hein? Non, je poursuis. Pour dire qu'en fait il y a dans le PCK, on cherche la paix. C'était dans le grand dialogue. Ensuite, il y a le peacemaking. C'est-à-dire qu'on décide donc, quand on a trouvé les voies de solution de la paix, on commence donc à penser comment les mettre en pratique, comment apprivoiser la paix. Le peace building. On commence donc à la construire donc autour des acteurs. C'est-à-dire qu'il y a les populations qui sont là. De quoi ont-elles besoin? Est-ce qu'ils ont besoin des écoles, ainsi de suite, le peace building. Et on arrive maintenant au peacekeeping, c'est-à-dire que quand on a atteint le sommet de la paix, comment faire pour la conserver et ne plus rentrer donc à des revendications? C'est seulement on n'en est pas encore là. Donc vous comprenez qu'on peut s'arrêter même au peace building pour dire que est-ce qu'on a atteint cette étape de peace building pour pouvoir dire qu'on peut déjà commencer à reconstruire des écoles. Allez donc construire les écoles à Ekondo Titi. Allez construire des écoles à Bamousso. Les enfants partiront toujours de Mbongé là où ils sont cachés dans la forêt, viendront brûler les mêmes écoles. Pour dire ceci, non je sors. Je vous dis donc que si ça se fait déjà c'est très mauvais. Sinon c'est donc très mauvais. Déjà appliqué. Et vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas une construction qui soit détruite. S'il vous plaît. C'est ça la réalité. Honorable Koupika, d'abord, il est juste en train de démontrer que fonctionner de cette façon n'est pas la bonne option. Je pense que c'est ce qu'il est. Bien sûr, bien sûr. De démontrer. Et il nous disait tout à l'heure que est-ce qu'on achète, si on peut acheter un député, est-ce qu'on va acheter l'OBNUD, est-ce qu'on va acheter l'ONU? Non, laissez ça comme ça, c'est trop gros, s'il vous plaît. L'OBNUD, quand l'OBNUD vient vous donner 89 milliards, comme c'est le cas en début d'année avec cette convention-là. Mais ce sont des bailleurs de fonds, ils ne font pas ça gratuitement. Ils savent que tôt ou tard, vous rembourserez cet argent. Donc, il est même bon que vous soyez toujours en conflit pour que vous leur empruntiez leur argent et qu'ils vous tiennent toujours en laisse. Le plan Marshall aujourd'hui, est-ce que vous savez que, s'il vous plaît, est-ce que vous savez que la France, les pays de l'Europe occidentale sont encore endettés les États-Unis continuent à payer cette dette. Et pour même rester crédible vis-à-vis des États-Unis, il faut absolument qu'ils poncent les États africains. Je sors en disant que ce plan de construction, il faudrait que l'on fasse très attention. Parce qu'en fait, j'estime pour ma part que on ne peut pas penser un plan de reconstruction avec ce genre d'acteurs. Quand vous parlez même, qui est même le patron de ce plan de reconstruction? C'est l'ami de l'autre, le ministre des Finances, qu'on a vu dans certaines choses quand même, signé pour des amis, et ainsi de suite, beaucoup d'argent à titre privé. Alors, si on l'a ramené, non, celui qui est chargé du plan de reconstruction, s'il vous plaît, c'est pour vous dire que c'est un argent qui va se perdre comme l'argent du Covid. Il faut bien qu'on se comprenne, dessus. Parce qu'en fait, nous avons déjà une armée embourgeoisée, du moins au niveau des officiers de l'armée, qui ne veut pas absolument que la guerre s'arrête. Donc, si vous injectez cet argent là-bas, ce sont les mêmes qui enverront les enfants brûler les écoles et disent on recommence, renvoyer de l'argent. On ne fera donc que peindre la girafe. Et ce sera très mauvais pour le Cameroun et pour Paul Biya qui veut des résultats. Et sauf que la crise continue sur le terrain, il y a une escalade de la violence, même les résolutions prises après le grand dialogue national n'ont pas apporté une solution. Est-ce que au-delà de ça, vous ne voyez pas également une certaine complicité de ces populations qui complexifient la situation sur le terrain? Bon, il faut que je me réjouisse, n'est-ce pas, de suivre enfin que Valère ait reconnu que le problème, c'est la gestion de fonds et non l'absence de la pertinence du plan. Je ne comprends pas seulement le parallèle
qui dit que le coordonnateur, le ministre Paul Tasson, est l'ami de l'autre. Vous avez donné son nom, moi j'ai jamais donné son nom. Et comme l'autre aurait signé l'argent cadeau, alors ça va subir le même sort. Non, soyons sérieux, soyons davantage sérieux, parce que aujourd'hui le Cameroun, notre pays, est dans une situation très très délicate. Je ne pense pas qu'aller tout le temps vers le populisme soit la solution. Lorsqu'on est leader, à un moment donné, on doit pouvoir donner la direction pour que la base suive. Et quand on est démocrate, on peut rentrer consulter la base. Ce n'est pas aller voir quelle orientation la population voulait prendre le sens du vent. Je ne fais pas cette politique-là. Je pense que je ne m'oppose pas à mon pays. Je m'oppose à un système de gestion qui, à mon avis, ne donne pas ce qu'il doit donner comme amélioration des conditions de vie des citoyens. Mais le pays est le dénominateur commun que nous tous avons à partager. Maintenant, grand dialogue a échoué. Oui, pourquoi? Parce qu'on allait au grand dialogue pour obtenir la fin de la guerre dans le Nozo. Aujourd'hui, plus de 2 ans après, la guerre continue. Donc l'objectif n'étant pas atteint, on peut dire que le grand dialogue a échoué. Pourquoi on en est arrivé là? J'ai commencé à dire, c'était d'abord mal conçu. Bon, le terrorisme, oui, je suis d'accord avec toi. Le terrorisme continue. Sur le plan de la conception du grand dialogue, il y avait des erreurs importantes qu'on aurait dû éviter en écoutant l'opposition, en tout cas l'Union démocratique du Cameroun. Et je le dis, on n'a pas fait l'inclusion complète en ce qui concerne les acteurs. On en a fait davantage l'exclusion au niveau de l'objet en disant qu'on ne doit pas parler de la Constitution. Et je dois dire donc, l'autre cause, c'est que le temps pris pour implémenter même ce qui était implémentable de résolution du grand dialogue est également l'une des causes de ce que nous vivons sur le terrain. Il faut qu'on comprenne que, en dehors des acteurs qui sont à l'extérieur du Cameroun, ceux qui avaient posé des conditions de garantir leur sécurité avant de venir, alors qu'ils en avaient l'opportunité, tout ce que le Cameroun a comme tête pensante, comme personnalité dans le Nozo, était au grand dialogue. Et quand Christian Toumi a participé à valider les résolutions, vous ne pouvez pas dire que c'était n'importe quoi. Quand le président Ni John Frundi a participé, vous ne pouvez pas dire que c'est n'importe quoi. Maintenant, le gouvernement a pris du retard, laxisme qu'on déplore toujours, dans l'implémentation de certaines résolutions. Regardez que même le statut spécial qu'on avait concédé, voyez combien de temps on a pris pour qu'on commence à voir quel est même le contenu de cela. En ce qui concerne la revue, par exemple, de la loi sur la nationalité, jusqu'à présent, on n'en parle pas. Bon, le plan de reconstruction qui a commencé à être implémenté, vous comprenez que pour être logique avec soi, on ne peut pas aller combattre cela. Et je rappelle à Bessala qu'on n'est pas venu à l'Assemblée demander l'onction pour démarrer. On est venu informer à quel niveau on en est dans l'implémentation. Dans l'implémentation. Les fonds sont déjà sont mobilisés. C'est vrai que ça ne va pas au rythme escompté. Ce n'est pas au rythme escompté, mais c'est déjà en cours d'implémentation. Donc c'est véritablement utopique de croire que peut-être à l'Assemblée, dire oui ou non au plan, ça avait un enjeu quelconque. Il n'en avait pas d'enjeu. C'est question d'être cohérent avec ses positions, de rester logique avec son option de s'opposer au système et non au pays. Si on ne s'oppose pas au pays, on doit pouvoir à un moment donné dire que, quelque part, si le gouvernement a fait bien, qu'on dise que c'est bien. Si le gouvernement fait mal, on dit c'est mal. Et qu'on le dise avec la plus grande énergie. En 2 secondes, cette semaine, le JICAM a signé un accord avec le CAPEF pour justement apporter sa contribution à la reconstruction. À la reconstruction du C'est vous dire que, en fait, tous les indicateurs de l'activité de production sont ouverts et permettent de relancer toute la machine. Et je dis, c'est important que je le dise parce que Bangouren et Fongo Tongo ont été détruits par les Nozo, par ces terroristes-là. Donc, vous voyez, il y a encore des gens aujourd'hui à Bangouren qui ne peuvent pas normalement rentrer dans leur maison parce qu'ils n'ont pas la capacité de construire, ne serait-ce que leurs cases qui ont été détruites. Alors, donc vous ne pouvez pas vivre ce genre de situation et aller combattre normalement le plan de reconstruction. Okay. Donc vraiment, ça là, soutenez ça. Au moins ce plan-là, c'est logique. Mais qu'on le soutienne ou pas,
le plan est déjà en reconstruction. C'est question de rester logique et clairvoyant, de démontrer qu'on est... Vous savez que la réclamation... S'il vous plaît, vous n'allez pas monopoliser. Vous n'allez pas, je vous en prie, vous n'allez pas monopoliser. S'il vous plaît, ce n'est pas l'Assemblée nationale ici. Vous n'allez pas, je vous en prie, vous n'allez pas monopoliser la parole, mais juste à votre suite. À votre suite, vous n'êtes pas parlementaire ici. À votre suite, je voulais dire que vous ne voulez pas faire croire que les députés de l'Assemblée nationale sont des faire-valoir. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas pour défendre Valère Bessela, mais je sais que c'est ce qu'il voulait. Mais rapidement, et avec la permission de maître... Sur ce point précis, oui, parce qu'on sort je voudrais juste là prendre cet exemple. La route Maroua-Dabanga-Kousseri, en plein Boko Haram. C'est une route que l'État avait décidé de continuer à construire malgré le conflit entre Boko Haram. Donc on était dans une logique de reconstruction, si on peut dire ça entre guillemets. Ça n'avait jamais abouti. Parce qu'à chaque fois, les gars de Boko Haram, ils arrivaient, faisaient des incursions, et puis ils ravissaient les constructeurs chinois qui avaient définitivement quitté la zone et sont partis. Aujourd'hui, c'est le génie militaire qui le fait. C'est vrai. Non, s'il vous plaît, je prends cet exemple pour que vous compreniez une chose. Il n'y aura jamais assez de soldats pour sécuriser les maçons, les entrepreneurs, des écoles, dans tous les arrondissements. Dans le sud-ouest, il y en a 28 arrondissements du sud-ouest. Je vous fais grâce du nombre d'arrondissements dans le nord-ouest. Donc, pour vous dire, en fait, que on ne peut pas penser que comme il y a déjà de l'or vert, de la paix à Fongo-Tongo, alors on peut aller reconstruire en Bongué. Les gens qui sont cachés en Bongué là reviendront détruire ce qu'on est en train de faire de l'autre côté. Donc il y a un minimum à garantir aux populations. Qu'est-ce que gagne, je sors par là, qu'est-ce que gagne un paysan à rentrer dans son village, venir rebâtir sa case, quand il sait que les gens là peuvent encore revenir. Mais la reconstruction n'a c'est ça le véritable souci. S'il vous plaît, deux dernières réactions. Vous aurez dû contester cela à l'Assemblée. Deux dernières réactions sur ce sujet. D'abord avec Maître Claude Assira. Est-ce que les donneurs d'ordre aujourd'hui qui sont, on les connaît, ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont un peu partout, est-ce qu'ils maîtrisent encore la situation sur le terrain quand on voit des bandits des grands chemins, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui sèment la terreur en allant attaquer des établissements, des hôpitaux, et des lieux de culte? Est-ce que ces donneurs d'ordre ont encore la main mise sur ces personnes nifroies? Si je vous disais oui, je serais moi-même suspect, parce que comment puis-je vous dire avec certitude quel est le degré d'impact que ces personnes peuvent avoir sur le terrain? Mais en même temps, je pense que votre question, elle pose au moins le doigt sur l'une des difficultés essentielles de cette crise. Moi, vous savez, je le dis souvent avec beaucoup d'humilité, je n'ai pas la vision du Cameroun en étant à l'intérieur que je pouvais avoir auparavant dans une autre vie. Je pense qu'il y a une contextualisation de l'approche sociologique, l'approche anthropologique, l'approche politique, qu'on est obligé d'avoir une fois qu'on est à l'intérieur. Et si c'est vrai que en allant à l'extérieur, les voyages forment la jeunesse, on apprend forcément au contact de l'autre. Malheureusement, c'est à la perte d'un peu de la connaissance qu'on devrait pouvoir avoir du tropisme local. Ça, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, par conséquent, là où votre question est intéressante, c'est non pas si moi je peux savoir quel est éventuellement le degré d'implication des gens qui sont à l'extérieur, c'est que de fait, il est évident que les desiderata, ou peut-être les idées sur lesquelles ont pu construire éventuellement les concepteurs de cette idée, de cette crise, ou les financiers, en étant à l'étranger, étaient, de mon point de vue, forcément un tout petit peu déconnectés de la réalité locale. Et donc je peux imaginer que, de là où ils sont, ils peuvent peut-être pas avoir une connaissance réelle de ce que les populations sur le terrain vivent véritablement au quotidien et peuvent parfaitement inciter ou indiquer un certain nombre d'orientations ou de souhaits qui sont en déphasage total avec les réalités camerounaises. D'autant que leur départ, pour la plupart, si je m'en tiens du moins aux informations qu'on nous communique souvent, pour ceux qui sont présumés être des leaders, sont souvent des expatriations extrêmement anciennes dans le temps. Donc plus le temps est long, plus la distance aussi par rapport à la réalité est longue. Donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir une véritable connexion. Mais en même temps,
Il faut dire les choses comme elles sont. Vous avez aussi, je vous ai dit, moi je n'ai pas étudié ces questions comme on les étudie dans des amphis ou dans des universités. Il m'est arrivé simplement avec le bon sens élémentaire d'échanger, de discuter avec des gens qui étaient sur le terrain à partir de dossiers que nous défendions. C'est aussi parfois peut-être un peu mépriser ceux qui sont sur place que de leur dénier tout sentiment, toute envie politique ou autre. Ils n'ont pas forcément besoin que ce soit des gens qui sont à l'étranger qui leur disent ce qu'ils doivent penser. J'ai entendu parfois, et quand je l'ai dit, j'ai souvent été critiqué, en discutant avec des gens, ils vous disent, bah oui, vous, pour la reprise de l'école par exemple, quand on leur disait, bah écoutez, il faut aller à l'école pour les enfants et tout, etc., ils vous disaient, bah attendez, vous, quel est le sentiment? Vous pensez que vous allez aimer nos enfants plus que nous-mêmes? On prendra le temps qu'il faut pour que nous puissions obtenir ce que nous voulons. Mais si il faut que ce soit au sacrifice des études de nos enfants, ça devra être le sacrifice qu'il faudra mettre sur la table. Donc il y a quelque part là-dedans, à tort ou à raison, je ne dis pas forcément qu'ils ont raison en le pensant, mais il y a nécessairement de la part des populations locales des desiderata qui, je crois, étaient aussi des desiderata en rapport avec leur vie au quotidien. C'est comme un peu beaucoup d'entre nous, souvent des choses qui sont en rapport avec le mal-être, avec les problèmes de gouvernance ou de mauvaise gouvernance, que malheureusement d'autres ont pu capter ou ont su capter pour pouvoir en faire des instruments et arriver à ce que nous avons aujourd'hui. Aristide Monod, on sort par là. Comment faire pour éviter ce genre de drame, une fois de plus, parce que après combat, nous sommes encore à un autre drame du côté des Kondo-Titi, mais jusque-là, on ne sort pas, on n'est presque pas sorti de l'auberge. En réalité, Bouba, il faut dire que ce qui plombe la résolution de la crise, c'est que de la situation. C'est qu'on ne veut pas résoudre le problème anglophone. Parce qu'il faut distinguer le problème anglophone de la crise anglophone et de la guerre en zone anglophone. Le problème anglophone, c'est le sentiment de marginalisation évoqué tout à l'heure. Et ce sentiment de marginalisation a eu des moments convulsifs qui pouvaient être facilement domestiqués par l'État. Peut-être lors de la tripartite, on pouvait bien gérer cela, même avec la décentralisation. Malheureusement, on a laissé la paix se saturer jusqu'à donner une crise qui a donné naissance à une guerre. Il faut donc revenir à la racine. Et concrètement à ce que l'honorable Essumba et Valère ont dit tout à l'heure au sujet de la communauté anglophone. La communauté n'est pas matérielle. La communauté est intellectuelle. C'est une représentation. Le nous se construit. Au sens de Max Weber, le communalisme, c'est le sentiment d'appartenir tout simplement à un même groupe. Du moment où on a ce sentiment, même s'il n'y a pas une démarcation matérielle, il y a que nous sommes dans une communauté. Et je vais prendre un cas, une illustration simple. Pourquoi est-ce que, non, la communauté, le nous, c'est-à-dire la Gemeinschaft, qui est différente de la Gesellschaft, la Gemeinschaft est intellectuelle. Elle est dans les représentations. Ça veut dire que si aujourd'hui on se décide par exemple de faire partie d'un groupe qu'on appelle Canal Presse, forcément si on l'intègre, même sans avoir un soubassement matériel, forcément nous sommes dans une communauté. Et je vais prendre une illustration. Je vais prendre une illustration simple. Lorsque par exemple on décide de faire des ressortissants anglophones les premiers ministres, c'est sur quelle base? Dans la répartition ethnique ou alors dans la répartition identitaire du pouvoir. Sur quelle base on nomme un premier ministre ressortissant du nord-ouest et du sud-ouest si la communauté anglophone n'existe pas. Or, on sait bel et bien que la répartition du national cake au niveau de l'appareil de l'État, cette répartition tient compte de ces identités. Donc l'identité anglophone est assez considérée dans le choix du Premier ministre au Cameroun. Deuxième chose, il y a eu ce qu'on a considéré comme des affirmatifs actes, c'est-à-dire des politiques discriminatoires à la veille, au lendemain du déclenchement de la crise en 2016. Le président de la République a revu par exemple la question a engagé un bon nombre de politiques publiques ciblées en direction des anglophones. On a même accordé aujourd'hui le statut spécial. Pourquoi cette discrimination s'il n'existe pas une communauté anglophone? C'est qu'on tient compte de cette identité sociologique